Je vous remercie. Merci, messieurs les ministres. Bien, on va donc commencer cette audition. Juste en remarque préliminaire, moi j'ai veillé, j'ai souvent dit dans ma commission, à ce que les interventions puissent être parfois rudes, mais sur le fond non polémiques. Et par contre, je veille aussi à ce que nos ministres répondent aux questions qui leur sont posées, parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions. J'ai compris que vous n'êtes pas capable de répondre à toutes les questions, mais je compte sur vous pour une transparence sur, y compris les pistes sur lesquelles vous êtes par rapport aux questions qui vous sont posées. Bien. Donc, pour commencer, bon, justement, j'ai surtout envie de vous poser des questions. Je dirais juste en préliminaire, mais c'est pas nouveau, vous le savez, que je ne partage pas l'avis de cette réussite de la politique de l'offre et de la compétitivité. Je ne partage pas l'idée que l'explosion des inégalités, qui n'a jamais été aussi importante en France, se traduise corollairement en vertu d'une politique de la compétitivité par une croissance de l'activité, une croissance des revenus de chacun, etc. Autrement dit, je ne crois pas qu'on ait eu le moindre preuve de l'efficacité de la politique de ruissellement. Par contre, on a un vrai problème en termes d'investissement, notamment en matière écologique, j'y viendrai tout à l'heure. On a un vrai problème, quoi qu'on en dise, en termes de maintien d'un chômage de masse. Et de ce point de vue-là, les chiffres et les faits sont têtus. Et on a aussi, j'allais dire, un problème global sur finalement les objectifs que s'était fixé cette politique, c'est-à-dire la réduction des déficits, qui, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas non plus au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Et de ce point de vue-là, je pense que ça doit permettre d'interroger en faveur d'une politique qui sera axée sur le partage des richesses, sur une relance de l'activité par la demande et par la bifurcation écologique, avec évidemment le maintien de notre protection sociale. Bon, j'arrêterai là sur les questions préliminaires. Je viens aux questions. Alors d'abord, on est dans une situation inédite, puisqu'on est évidemment en retard sur les questions de calendrier budgétaire. Normalement, la transmission du projet de loi de finances pour 2025 au Haut Conseil des finances publiques était prévue pour le 13 septembre. Son examen au Conseil des ministres le 25 septembre, donc ce jour. Je voudrais donc savoir une première question, c'est est-ce que la date du 9 octobre, comme passage au Conseil des ministres de la loi de finances, puis transmission ici à l'Assemblée pour un débat qui commencerait la semaine suivante, est-ce qu'elle est toujours celle que vous avez retenue? En tout état de cause, si c'est le cas, ce retard pris dans l'élaboration du texte ne doit pas précipiter le travail parlementaire. Et donc, on doit avoir suffisamment de temps pour l'examiner en toute sérénité, que ce soit en commission ou en séance publique. Dans ces cas-là, j'aimerais que, j'ai essayé de le faire en conférence des présidents, mais je n'ai pas eu le retour. J'aimerais, si ce n'est aujourd'hui, mais en tout cas que vous ayez ça en tête, à ce que la transmission du texte au Sénat n'intervienne pas avant le 25 novembre, ce qui nous laisserait les 6 semaines habituelles de travaux comme nous avons l'habitude. Et on a déjà eu l'expérience que c'était loin d'être trop, si vous regardez un peu ce qui s'était passé les autres années. Ma deuxième question porte sur l'exercice 2024. Après une annulation de crédit de 10 milliards d'euros en février, la loi organique relative aux lois de finances les obligeait à présenter un projet de loi de finances rectificative pour annuler les crédits supplémentaires. Vos prédécesseurs ont préféré éviter de se présenter devant le Parlement. Il y a donc eu un surgel pour porter le montant des crédits mis en réserve à 16,5 milliards d'euros, autant de moyens pour les politiques publiques que Bruno Le Maire, il était ici lors d'une audition, estimait nécessaire de transformer en annulation pure et simple, si ce n'est de la totalité, en tout cas en grande partie. Alors je rappelle, une telle décision conduirait par exemple à amputer le budget du sport de 19% par rapport au crédit ouvert en 2024, 18% pour l'asile et l'immigration, 17% pour l'aide publique au développement, 14% pour l'écologie, ou encore plus d'1 milliard d'euros pour l'enseignement scolaire. Donc ma question, c'est quelle est votre analyse sur cette question de gel des crédits? Est-ce que vous avez déjà une première approche? Et est-ce que vous prévoyez de déposer un projet de loi de finances rectificative pour laisser le Parlement en débattre et lui donner l'opportunité de proposer des recettes nouvelles? Ou alors, est-ce que tout ça va se traduire dans une loi de fin de gestion? Donc c'est une deuxième question que je souhaitais vous poser sur le calendrier. Ensuite, je souhaite vous interroger sur le tiré à part qu'on a reçu la semaine dernière, intermédiaire. J'entends bien qu'il était intermédiaire, mais n'empêche, il nous a été transmis par Matignon, et à partir de là, j'estime qu'il est donc quelque part la première marque de ce gouvernement, tiré à part qui reprend en réalité à peu près l'entièreté des chiffres qui nous avaient été transmis par Thomas Cazenave, ici présent, comme les chiffres globaux des états de dépenses budgétaires par ministère qui étaient
qui décrivait en fait les lettres plafond arrêtées par le précédent gouvernement. Donc moi, je voudrais du coup que vous nous confirmiez que vous comptez bien partir sur le budget qui nous a été envoyé la semaine dernière, en tout cas comme base. Est-ce que du coup, ça veut dire que les lettres plafond qui ont été envoyées, il n'y en aura pas d'autres, qui seront éventuellement amendées, modifiées, autres, mais qu'il n'y en aura pas d'autres? Ça, c'était un peu une question, j'allais dire, de méthode sur la façon dont vous comptez travailler. Si c'est le cas, dans ces lettres plafond, si je tiens compte de l'inflation telle que le gouvernement Attal le définissait, on propose de réduire de plus de 3% le budget de l'enseignement supérieur, 1 milliard d'euros, potentiellement ne pas revaloriser les barèmes des bourses, réduire de 9% le budget des Outre-mer, ou encore, par exemple, demander au Parlement de diminuer les crédits du fonds vert de 1,5 milliard d'euros, alors qu'on sait que ces fonds sont entièrement utilisés, qu'ils sont absolument essentiels pour la transition écologique, et que l'Inspection générale des finances et l'Institut I4CE estiment que ces fonds devraient être au contraire dotés de 20 milliards d'euros si on voulait faire face aux défis climatiques. Autrement dit, sur ce qui nous a été transmis l'autre jour, est-ce que vous avez un premier retour à nous faire un peu précis? Je suis d'autant plus inquiet que ces chiffres proviennent d'un document qui, si on fait le cumul des dépenses de l'État, on arrive, inflation comprise, à 10 milliards d'économies. Bon. Alors j'ai une première question, parce que dans une lettre que nous ont envoyée les ministres démissionnaires, on nous parlait de 15 milliards. Donc où seraient les 5 milliards différentiels? Est-ce que c'est les fameuses taxes, par exemple sur les énergéticiens, rachat d'actions, qui étaient comprises? Je ne sais pas si là-dessus, vous avez une première raison. La deuxième chose, c'est que nous avons eu une note du Trésor qui en même temps estimait que pour atteindre 5,2% de déficit l'an prochain, c'est-à-dire, si j'ai bien compris la note, le pourcentage déjà très différent de celui du PSTAB à 4,1, mais qui resterait peut-être négociable avec la Commission européenne, il faudrait 30 milliards d'euros en plus de baisse de dépenses publiques. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que les baisses de dépenses que nous avons eues dans les lettres plafond, vous estimez, puisque j'ai compris que c'était pour vous la priorité, Laurent Saint-Martin, qu'elles devront être incrémentées d'autant? Est-ce que là-dessus aussi, il y a une première réponse? Et enfin, j'en viens à ce qui fait un peu l'actualité, c'est-à-dire la question de possible augmentation des recettes. Bon, on aura aussi l'occasion d'en discuter, mais au moins, on est un peu tous d'accord, on n'en fait pas forcément la même réponse en termes de hiérarchie, mais que les déficits sont aussi le résultat d'une baisse des recettes. Je rappelle que ici même, Pierre Moscovici, la semaine dernière, les estimait à hauteur de 62 milliards d'euros par an, et que s'il n'y avait pas eu ces 62 milliards, je regarderais d'un point de vue seulement mathématique, on serait en dessous de 3% de déficit. Donc vous avez parlé à la presse, si ce n'est vous en tout cas, il y a eu des échos qui ont été faits sur ces baisses. Donc j'aurais aimé voir quelles sont les pistes réelles ici en commission, pas seulement dans les offres qui sont données à la presse, des baisses sur lesquelles vous travaillez. Je reprends par exemple le journal Les Échos qui parlait de gel des tranches du barème de l'impôt, relèvement de la flat tax, surtaxe exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, réduction des allégements de cotisations sociales, réforme du crédit impôt recherche et du pacte Dutreil. Est-ce que sur ces points précis qui ont été donnés dans la presse, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avancez concrètement et que vous envisagez? Merci. J'attends donc vos réponses à cette première salve de questions. Merci, Monsieur le Président. Peut-être rapidement sur la politique de l'offre et sur la question de la fiscalité. Sur la politique de l'offre, je me permets de souligner à nouveau, d'abord, que nous atteignons le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 20 ans, alors que l'insertion économique chez les jeunes était un des fléaux nationaux. D'autre part, que la politique de l'offre, telle que vous la notez, c'est aussi une politique de réindustrialisation. Et que j'entends qu'on puisse s'interroger sur les effets de la politique de l'offre. Je vais me permettre de citer ici le fait que depuis 2017, 300 nouvelles usines et 130 000 emplois industriels ont été créés. Et de rappeler également que jusqu'en 2015, on avait des fermetures de sites et des suppressions nettes d'emplois industriels dans le pays. Et que cette tendance n'a été inversée qu'à partir de ce moment-là. Donc qu'on ait des questions sur la baisse des impôts de production, sur la baisse d'impôts sur les entreprises, dont je me permets de signaler par ailleurs que la baisse des taux
a permis l'augmentation du rendement, ce qui peut aussi nous inspirer sur les volontés de confiscation fiscale. Eh bien, cette politique de l'offre, elle a eu des résultats concrets, pas seulement macroéconomiques, mais bien sur l'emploi et sur les réindustrialisations. Sur la question de la fiscalité que vous avez mentionnée, nous sommes avec mon collègue Laurent Saint-Martin au travail pour préserver les acquis à la fois d'attractivité, d'emploi et de réindustrialisation dans un contexte, je le rappelle, européen, où la croissance moyenne de la zone euro n'est que de 0,5%. Et donc un contexte européen qui demeure fragile et dans lequel la France se doit de résister. Et un signal massif, que ce soit sur l'ensemble des entreprises, et je pense en particulier aux TPE, PME, ou sur l'ensemble des ménages, et je pense en particulier aux Français dont le pouvoir d'achat a été préservé, mais qui aujourd'hui ont des immenses difficultés dans de nombreux secteurs, qu'il s'agisse de l'alimentation, du logement ou du transport, serait aussi contre-productif. Je vous remercie. Oui, en complément, Monsieur le Président, sur le sujet que vous évoquez en introduction, entre la politique de l'offre et la réduction des déficits qui n'auraient pas eu lieu, pardon d'insister là-dessus, par définition, nous sommes au sortir des crises encore. Donc on y est. Le moment, c'est maintenant. C'est 2020, crise Covid, 2022, crise inflationniste. C'est aujourd'hui qu'il y a une nécessité absolue de redressement des finances publiques. Donc votre effet ciseau, votre contradiction, si vous voulez, elle est presque normale. C'est-à-dire que c'est une politique de l'offre, mais surtout une politique de soutien qui est venue, évidemment, expliquer les déficits que nous avons. Sur le calendrier, vous posez des questions évidemment essentielles pour le travail du Parlement. Je vous confirme que la semaine du 9 octobre sera la semaine du dépôt du projet de loi de finances pour 2025. Concernant la transmission du texte au Sénat avant la date que vous avez citée, je vais regarder. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai scrupuleux sur le respect, évidemment, des 70 jours, ça c'est constitutionnel, mais aussi sur le fait que le Parlement ait le temps de faire son travail. À nouveau, j'ai été député, rapporteur du budget, je sais l'importance de la préparation et du travail au Parlement. Et concernant le retard pris à l'allumage, si vous passez l'expression, je ne peux rien vous dire de plus que j'en suis désolé, mais que j'hérite évidemment de ce calendrier. Sur l'exercice 2024, je l'ai dit dans mon propos liminaire, je le répète pour qu'il soit entendu, les surgels seront maintenus. On ne peut pas commencer par un discours de nécessité de maîtrise de la dépense publique et ne pas maintenir l'ambition pour 2024. Il faut être cohérent et j'aurai un discours de cohérence. Quant à savoir s'il y aura un projet de loi de finances rectificative en 2024 permettant d'activer un certain nombre de leviers fiscaux, ce n'est pas encore arbitré et nous nous laissons encore le temps de regarder s'il faudra déposer un collectif budgétaire ou si cela se fera en loi de finances de fin de gestion. Concernant le tiré à part provisoire, celui que vous avez eu, il est provisoire. Bien sûr que le gouvernement se base dessus, évidemment. Mais c'est une base de travail. Et nous sommes au travail pour pouvoir présenter un PLF la semaine du 9 octobre. Il n'y aura pas de nouvelles lettres plafond, puisque le calendrier ne s'y prête pas du tout. Il y aura de fait un nouveau tiré à part qui ira en même temps que la présentation et la saisine du texte. Mais maintenant, le prochain rendez-vous, c'est la semaine du 9, c'est le dépôt du texte. Nous sommes dans un calendrier extrêmement resserré. Donc il n'y a plus matière à transmettre de lettres plafond tel que cela est classiquement fait à l'été. Pour l'année 2025, Monsieur le Président, je vous confirme qu'il faudra faire des efforts importants. Et là aussi, je l'ai dit dans mon propos liminaire, le ministre de l'économie l'a dit, il nous faudra faire des efforts collectifs importants, d'abord par la baisse de la dépense publique. Et nous sommes ouverts au débat fiscal seulement, si et seulement, il répond à une problématique de justice fiscale. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il nous faut travailler, mais pas dans l'autre sens. Pas d'abord les impôts, et puis la réduction de la dépense publique s'il en reste, mais bien d'abord la réduction de la dépense publique. Et donc, l'augmentation des recettes, puisque c'est votre question, ma réponse est la justice d'abord, et rien que la justice. Sur la liste des pistes que vous avez évoquées parce que vous les avez lues dans la presse, et j'ai lu la même chose que vous, Monsieur le Président, j'ai juste beaucoup de mal à commenter des pistes sur la base de rien du tout, puisqu'il n'y a pas encore de texte et qu'aucun arbitrage n'a été rendu. Donc, pour l'instant, ce sont, j'ai presque envie de dire classiquement,
les pistes qui sont lues à peu près toutes les rentrées sur les possibilités fiscales qui peuvent exister quand on ouvre un débat fiscal. Mais notre ligne, avec le ministre de l'économie et sous l'autorité du Premier ministre, est très claire. C'est oui à l'ouverture d'un débat fiscal, priorité à la justice fiscale, non à l'augmentation d'impôts généralisés. On ne touche pas aux gens modestes et au travail et aux classes moyennes, et on ouvre effectivement un débat nécessaire qu'il est bon ton d'avoir, je crois, dans cette Assemblée. Merci,